Mes chers amis, bonjour. Je vais commencer cette vidéo à propos de Rennes-le-Château. C'est le troisième épisode de ma série de vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir la relation entre Rennes-le-Château et le château de Chambord. Vous allez voir qu'il y a des choses qui n'ont pas vraiment été dites, qui n'ont jamais été dites, sauf dans mon livre Le secret de François Ier. Et j'espère que ça va vous intéresser. Alors on va commencer maintenant. Voilà. Voici donc une église que vous reconnaissez. Il s'agit de celle de Rennes-le-Château. C'est celle qui a été restaurée par l'abbé Saunière. Très bien. Et donc on s'aperçoit que sur le porche de cette église, sur un pied droit, il y a la date de 1891. Ce n'est pas le seul emplacement où cette date est écrite. Cette date commémore très certainement la restauration de l'église qui a eu lieu. Et donc une partie au moins de la restauration s'est terminée en 1891. On est maintenant dans le jardin, à quelques dizaines de mètres, à quelques mètres même de l'église. C'est la fameuse statue de la Vierge, posée sur le fameux pilier qui, au départ, soutenait le maître-autel de l'église, avant les restaurations entamées par l'abbé Saunière. Et donc, ça se passait en 1891 également, la même date, la même année que précédemment. Puisque au mois de juin de cette année-là, il y a 24 jeunes de la commune, de la paroisse de Rennes-le-Château qui ont fait leur communion. Et alors, l'abbé a organisé une petite cérémonie. On a pris une statue de la Vierge Marie et on l'a amenée en procession tout autour du village. Et après, on l'a posée sur ce pilier, le pilier étant néanmoins retourné. Voilà, il faut voir que l'année 1891, c'est l'année de reconnaissance du culte marial. Voilà, ici un agrandissement sur le pilier, et on voit bien l'année 1891. On va se rendre compte que cette année-là est écrite 2 fois dans le domaine de l'abbé Saunière, et ce n'est pas le fruit du hasard. Ça a été volontairement fait, parce qu'on va trouver cette année 1891 encore ailleurs. Par exemple, Saunière, cette année-là, avait écrit dans son journal, ça devait être au mois de septembre, qu'il avait découvert un tombeau. Il faut savoir que l'année 1891, eh bien c'est l'année où Saunière a restauré son église. Et donc il est largement suspecté d'avoir trouvé quelque chose sous l'église en fait, par exemple sous la dalle des chevaliers qui était devant l'autel. Mais il est très certainement entré dans le tombeau des seigneurs, puisqu'un registre nous confirme aujourd'hui que ce tombeau des seigneurs existe bien sous l'église. Voilà. Et donc, Saunière a écrit dans son journal l'année 1891, portée au plus haut dans le fruit dont on parle. Ce qu'on voit là à l'image, ce n'est pas le journal de Saunière. L'abbé Saunière tenait un journal, il écrivait des trucs dessus. Et donc, en plus de faire un collage concernant cette fameuse année, il a écrit de sa main, dans son journal, l'année 1891, portée au plus haut dans le fruit dont on parle. Bon, c'est une inscription énigmatique. Et justement, il a fait aussi ce collage de 2 coupures de presse, qui dit un peu la même chose. L'année 1891, portée dans l'éternité, avec le fruit dont on parle ci-dessous. Bon, et on voit donc apparemment un enfant qui est porté par des anges. D'accord. Saunière a collé avec une 2e coupure de presse, où l'on voit les rois mages, peu après la naissance de Jésus, portés par sa mère. Les rois mages viennent rendre un hommage au petit Jésus. Et donc ils lui disent « Reçois, ô roi ».
de l'or, de la myrrhe, etc. Donc, cette année 1891, on peut se demander pourquoi Saunière tenait apparemment à marquer cette année-là. Quand je dis Saunière, c'est également les gens qui travaillaient à tout ce secret, à toute la mise en place, la restauration de l'église, ce qu'elle allait contenir, la disposition du jardin avec le calvaire, la villa Betania et la tour Magdala. Il n'est pas évident qu'il y avait juste Saunière qui faisait ça tout seul. Pas forcément. Hein. Il pouvait y avoir une équipe qui travaillait à tout ce codage, à toute cette mise en place énigmatique. Alors, l'année 1891, elle nous mène où? Voilà, elle va nous mener au château de Chambord. Voici le château de Chambord. Et donc, bon, ceux qui suivent mes vidéos le reconnaissent tout de suite, évidemment. J'en ai déjà pas mal parlé. J'ai encore beaucoup de choses à en dire. Et en fait, voilà, on va voir dans quelques instants un objet dans ce château qui se trouve sur la tour lanterne, au niveau de la lanterne, au niveau le plus haut où on puisse aller physiquement, c'est-à-dire ici. Il y a là le dernier palier auquel on puisse accéder en prenant le petit escalier. J'y suis allé il y a déjà très longtemps, parce qu'il y a un officiel qui m'avait fait monter. Bon, sinon, c'est interdit au public. Et donc là, il y a quelque chose à voir qui est assez intéressant. Sinon, pour la petite histoire, à l'époque où il y avait un échafaudage qui englobait la tour lanterne, je me suis retrouvé en fait au niveau de la fleur de lys sommitale, sur un échafaudage. J'étais glacé par le vertige. Mais c'était une expérience fascinante, quoi. Je voyais de l'extérieur cette fleur de lys là, juste devant moi, quoi. Voilà. Bon. Petite histoire personnelle. Ben voilà, le château de Chambord, et donc on continue, bien sûr. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Hein. Je n'arrête pas, je n'arrête plus. Je continue. Voici, vous savez, à l'époque de l'abbé Saunière, quand il est arrivé à Rennes-le-Château, quand il s'occupait de la paroisse, eh bien, c'était une période où la République avait le pouvoir. Mais il y a eu une possibilité pour que la royauté revienne. Or, cet abbé Saunière était justement un légitimiste. Lui, il voulait le retour d'un roi en France. La personne qui aurait pu devenir roi de France, c'était le comte de Chambord que l'on voit ici. Hein, le comte de Chambord. En fait, il n'est pas devenu roi parce que les parlementaires ne voulaient pas du drapeau blanc ancestral royaliste. Mais lui, le comte de Chambord, il ne voulait pas du drapeau tricolore. Bon, c'est la petite histoire. Enfin bref, il y a eu une chance de restauration de la monarchie, mais ça a été loupé. Dommage. Dommage pour le comte de Chambord. Et donc on le voit ici en compagnie de la comtesse, son épouse, la comtesse de Chambord. C'est intéressant parce que la comtesse de Chambord, bon, je récapitule différentes choses. Alors, comment je vais faire avec mes caméras, là? Je vais faire ça, je vais faire ici. Voilà. Vous voyez, quand Saunière a commencé à fouiller, restaurer son église, bon, il a manifestement découvert quelque chose de très important. Et probablement en sous-sol, et là, il a dû en parler à des personnalités. Parce que la comtesse de Chambord lui a offert 1000 francs or. Et en fait, et je me tourne par là, attention, nouvelle caméra, merci. Merci. Donc, voilà, la comtesse de Chambord a offert à l'abbé Saunière 1000 francs or, c'est-à-dire l'équivalent d'un mois de salaire pour un prêtre. Mais pourquoi lui aurait-elle offert une telle somme ? À mon avis, parce qu'il avait trouvé quelque chose qui, dans le sous-sol de l'église, de la documentation par exemple, ou voir un artefact, pourquoi pas, je n'écarte pas cette idée, il a trouvé quelque chose,
Et donc il a dû contacter des personnages éminents de l'Europe de l'époque. Il a dû contacter les Habsbourg, hein, qui ont régné sur l'Europe de l'Est 500 ans. Hein, il y a eu, notamment à l'époque de la construction du château de Chambord, il y a eu Charles Quint, le grand adversaire de François Ier, hein, qui menaçait justement l'intégrité de la France à l'époque. Et donc, voilà, oui, donc ce serait logique que la comtesse de Chambord ait offert une somme conséquente à l'abbé Saunière s'il avait été vers les Habsbourg. Or, la comtesse était une Habsbourg, hein, et qu'il ait dit, voyez, tiens, c'est marrant, j'ai trouvé dans le sous-sol de l'église quelque chose, c'est incroyable, qu'est-ce que vous en pensez? Or, dans ma façon de voir les choses, en fait, il y a un monde initiatique, hein, quand les grands bâtissait un monument, ce monument comportait un codage. Hein, c'était pas juste pour y vivre, c'était pas juste pour avoir un agréable lieu de vie, c'était aussi pour déposer des messages cachés, des messages codés dans la pierre. Voilà, donc il est fort possible que Saunière soit entré en contact avec les Habsbourg. Pas simplement d'ailleurs la comtesse de Chambord, parce que il y a aussi un certain Jean de Habsbourg, hein, qui est venu voir l'abbé dans le petit village insignifiant apparemment de Rennes-le-Château. Et ce Jean de Habsbourg était en fait l'archiduc d'Autriche-Hongrie. Donc que venait faire plusieurs fois dans un petit village insignifiant de l'Aude, que venait faire des personnalités prééminentes de l'Europe de l'époque. Je pense que l'archiduc d'Autriche-Hongrie avait eu connaissance du secret de Rennes-le-Château et qui venait voir l'abbé Saunière pour en parler, pour des actions quelconques. Peut-être pour voir de lui-même la chose en sous-sol, etc. Il s'est manifestement passé des choses secrètes à cette époque-là, quoi. Et voilà. Donc l'abbé Saunière était bien en contact avec la veuve du comte de Chambord. D'accord. Voilà, voilà. Et on repasse ici sur l'image, si tout va bien, ouais, tout va bien. Voilà, et donc l'objet que l'on peut voir au sommet du château de Chambord, vous vous souvenez que Saunière avait écrit dans son journal l'année 1891 portée au plus haut. Là, ici, on est vraiment au plus haut auquel on puisse accéder du château de Chambord. Bon, et c'est l'année 1891 qui est écrite aussi à Chambord. Pourquoi c'est écrit? Eh bien, je vais vous le dire. Ce sont les héritiers du comte de Chambord qui étaient décédés à cette époque, mais ces héritiers, Robert de Bourbon, duc de Parme, et Henri-Charles, comte de Pardie, eh bien, ils ont commandité la restauration de la tour Lanterne. Voilà. Et donc, ça s'est probablement terminé en 1891. Bon, si ça s'était terminé en 1890 ou en 1992, je n'aurais pas été étonné qu'on mette quand même la date de 1891 gravée, hein, pour que ça coïncide avec ce qu'il y avait à Rennes-le-Château. Parce que vous l'avez compris, je pense qu'il y a des indices qui sont distribués à gauche, à droite, en différents points, et qui raccordent les liens les uns avec les autres, donc notamment Rennes-le-Château à Chambord. Voilà. Donc Saunière avait écrit dans le fruit dont on parle. Alors le fruit, vous voyez ici, il y a une sorte de grappe de raisin en haut à gauche, hein, de la stèle, du cartouche. Et ici, au centre du R, vous avez une feuille de vigne, hein, trilobée. Voilà, ça va être intéressant. Pourquoi du raisin, pourquoi de la vigne? Alors qu'on peut voir que ici, à l'intérieur, le R est décoré avec des fleurs de lys, hein, c'est l'emblème de la royauté. Une couronne, emblème de la royauté, hein, évidemment.
Bon, Chambord est un château royal. Les spécialistes savent même que la couronne fermée est la couronne impériale, hein, comme c'est le cas ici, et le H aussi. Donc pour Robert et Henri. Voilà. Mais on va voir qu'il y a une autre lecture qui est possible, tout à fait, disons, ésotérique. Voilà. Je dois rappeler avant quelque chose de... Je regarde si c'est toujours en fonction. Ben oui, c'est en fonction. Cela fonctionne. Vous voyez, le château de Chambord, j'ai découvert qu'il y avait un alignement, entre autres, avec la basilique Saint-Remy de Reims. Bon, j'en ai souvent parlé, mais là, on va trouver une nouvelle raison d'en parler. Parce que cette ligne, tracée entre les deux monuments, passe quasiment sur le château de Fontainebleau, autre château bâti par François Ier, le roi qui a bâti Chambord. Donc, cet alignement est important. Et on le retrouve sous-entendu dans le cartouche de Chambord. Mais parce que c'est bien dans la ville de Reims que les rois étaient sacrés, couronnés. Donc on comprendrait qu'il y ait des fleurs de lys qui se baladent, et une couronne. Alors, un détail, si vous voulez, il faut bien voir que quand les choses sont chiffrées, codées, il est inutile de me répondre, oui, mais c'est normal, il y a des fleurs de lys sur le R, parce que c'est Robert de Bourbon, duc de Parme. Donc il met un symbole royal, évidemment, sur le R, et c'est tout. Donc ce que je dis moi, c'est non, 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 ce n'est pas tout. En fait, le fait de coder quelque chose, ça veut dire deux choses en même temps. Il y a la chose qui est reconnue, admise, et il y a un message subliminal, caché, qui n'est pas reconnu, qui est codé. Il faut le retrouver, il faut l'interpréter. Et si on fait son boulot de décrypteur correctement, les preuves arrivent, les preuves sont là. Voilà. Alors évidemment, ça peut déranger les gens qui ne s'y attendent pas, les conformistes, les gens qui ne voudraient pas que ça existe, mais pourtant, une preuve est une preuve, hein, même si elle dérange. Voilà. Alors, bon, il est amusant de constater qu'au XIXe siècle, le mot Reims, la ville de Reims, ça s'écrivait R-H-E-I-M-S. Les deux premières lettres étaient RH. Quelle coïncidence! Voilà. Alors, il pouvait y avoir une grappe de raisin sur ce cartouche volontairement, hein, avec une feuille de raisin ici, sur le R initial, hein, parce que la ville de Reims, c'est la capitale du Champagne, déjà à l'époque, avec la ville d'Épernay. Je suis originaire de cette région, donc je le sais bien. Alors justement, au XIXe siècle, les ventes de champagne se sont démultipliées. Hein. Les vendeurs de champagne, les maisons de champagne, ont exporté aux États-Unis, en Russie. Ça marchait très bien. Donc je repense à ce qu'avait écrit énigmatiquement l'abbé Saunière. L'année 1891 portait au plus haut, hein, dans le fruit dont on parle. Alors, s'il y a bien un fruit dont on parlait à Reims à la fin du XIXe siècle, c'était le raisin avec lequel on fait le champagne. Voilà. Je voudrais vous dire aussi que voilà, le raisin, vous voyez, le raisin, eh bien, il y a eu une orthographe de la ville de Reims, hein, R-A-I-N-S, pratiquement anagramme de raisin, quoi. Donc, quand vous écrivez raisin, ça peut, de cette façon-là aussi, faire penser à la ville de Reims. D'accord. Il y a aussi autre chose, c'est on a retrouvé, il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, au sommet du clocher de l'église de Rennes-le-Château, on a trouvé un chapiteau, c'est-à-dire un petit rectangle décoré en résumé. Et sur ce chapiteau, sur cette petite surface, il y avait des grappes de raisin. Enfin, il y a encore des grappes de raisin. Ça veut dire que, en fait, Saunière pouvait tout à fait savoir que ce chapiteau existait au plus haut du clocher, au plus haut, hein, dans son église, et le fruit dont on parle, des raisins, quoi. Voilà.
il pouvait faire allusion à ce chapiteau-là. D'accord? C'est-à-dire, je vais essayer de repasser ici, comme ceci. Voilà. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui codent, comprenez? Ça donne l'impression d'être tout est à peu près normal, quelques énigmes comme ça, à droite à gauche. Mais en fait, c'est extrêmement calculé et prévu. Toute la décoration est faite et déposée sur le papier d'abord, intellectuellement, par des calculs intellectuels, par des aspects intellectuels, pour que les messages soient déposés. Et donc c'est retrouvable après par une étude, une observation. C'est ce que j'essaie de faire, c'est mon action, je décode ce que d'autres ont codé des siècles avant, ou un siècle avant. Voilà. Et bien je vais repasser ici, voilà. Clic. Donc, en la matière architecturale, la grande architecture, les grands monuments, il faut se méfier. L'apparence n'est pas tout ce qui est à dire. Il y a quelque chose de secret, qu'on pourrait qualifier d'ésotérique. Voilà, c'est comme ça. Donc, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais j'avais dit l'essentiel. Attendez, alors là, bon. D'accord, bon. De toute façon, j'avais dit l'essentiel, d'accord? Donc la plaque, je viens de paumer le contrôle de mon ordinateur. Je suppose qu'un hacker vient de saboter mon ordinateur. Au secours. Voilà, ici et ici. Donc cette plaque, je pense qu'elle a été posée là, en relation avec ce qui s'était passé à Rennes-le-Château. Les deux sont calculés pour indiquer la même date. Et aussi donc, pour faire le clin d'œil de Rennes-le-Château à Chambord, et donc de Chambord à la ville de Reims, parce qu'il y a un alignement très important, voilà, qui est là, et dont on peut dire beaucoup de choses. Ah d'accord, je vois, il a allumé un truc. D'accord, ne pas enregistrer. Alors attendez, non, ne pas enregistrer. Ouais. Voilà, ça y est, il avait allumé un logiciel sans me le dire, le petit cachotier. Voilà. On passe à l'image suivante. Bon, on est toujours dans la lanterne de Chambord. Vous voyez, des vitraux qui ont été mis à l'époque de la Restauration, des héritiers du comte de Chambord. Voilà. Et donc, il y a toujours sur les vitraux les lettres R et H. Vous comprenez? C'est la même chose qui est là. Alors, c'est normal que ces lettres soient là, les initiales des restaurateurs. Je ne dis pas le contraire, vous avez compris, je ne dis pas le contraire. Mais je dis qu'il y a autre chose à comprendre. Voilà. Et donc, sur le bleu des vitraux, vous avez des fleurs de lys, emblème de la royauté française, emblème de la ville de Reims, puisque c'est la ville du sacre des rois de France. Voilà. J'y suis allé ici, mais je suis allé une seule fois, après j'ai pas eu la clé. Et voilà. On passe maintenant à autre chose, à savoir, quand on vient d'entrer dans l'église de Rennes, il y a le bénitier qui est là, forcément, c'est classique dans les églises, mais là, il y a tout un ensemble statuaire qui est quand même assez énigmatique. Parce que le bénitier est porté par un diable qui a un genou à terre. Bon, surmonté de deux salamandres, vous voyez. Ok. Surmonté encore de 4 anges qui font chacun une étape du signe de la croix. Et en fait, c'est calculé pour faire une allusion discrète à un sermon de l'abbé Saunière. Puisque l'abbé est arrivé donc à Rennes-le-Château en 1885. Et il s'est rapidement fait remarquer par des sermons à connotation royaliste. Lui, dans l'échiquier politique de l'époque, il était clairement royaliste. Bon. Et donc, à un moment donné, dans la chaire, il a dit les républicains, voilà le diable à vaincre, qui doit plier le genou sous le poids de la religion et des baptisés. Le signe de la croix est victorieux et il est avec nous. Donc ici, on voit bien
ici. Voilà. On voit bien ici. Le diable, c'était le diable, c'est-à-dire c'est le diable à vaincre, c'est la République qui plie le genou sous le poids... on appelle ça déjà enfin, sous le poids des baptisés. Et sous le poids des anges qui font le signe de la croix. En allusion à ce que Saunière avait dit, le signe de la croix est victorieux et vainqueur, et il est avec nous. Voilà. Donc, ceci discrètement a été fait pour rappeler le discours de l'abbé, la prêche de l'abbé Saunière, c'est-à-dire qui était royaliste. Alors à ce moment-là, on n'a pas de raison d'hésiter sur le fait que les animaux qui sont là peuvent être compris comme des salamandres. Or, justement, le château de Chambord contient des centaines de salamandres, des centaines. Le château de Chambord est vraiment le château des salamandres, le château du feu, parce que les salamandres crachent du feu. Donc la salamandre, un symbole royaliste, qui avait tout pour plaire à Saunière, d'où le clin d'œil. Notez BS, alors, Béranger Saunière, pourquoi pas. Son prénom complet était François Béranger. François comme François Ier, le bâtisseur du château de Chambord. Mais également, ces animaux peuvent être compris comme des basiliques de la mythologie. Ce sont aussi des animaux qui crachent du feu. Donc BS, basilic, salamandre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ben voilà, c'est pas mal. Et donc, on a cette inscription, par ce signe, tu le vaincras. J'en ai parlé dans un autre épisode, donc je ne vais pas y revenir longuement. Mais par le signe de la croix, par le signe de croix, tu vaincras le diable. Voilà. Alors, c'est marrant parce que, bon, si vous isolez les lettres I-G-N-E, ça fait l'adjectif en français igné, ce qui est relatif au feu. Voilà, ce qui est relatif au feu est igné. J'ai du mal à le prononcer. Voilà, et donc c'est marrant parce qu'il y a 6 lettres avant et 12 lettres après. Bon, 6 évidemment, c'est la moitié de 12. 12 est une clé parce que c'est égal à 10 fois pi, le nombre pi divisé par le carré du nombre d'or. J'en parle souvent, ben, la clé se retrouve là. Bon, à partir de là, du calme. Je ne dis pas que ça, c'est une preuve extraordinaire. C'est marrant, c'est amusant, quoi. Voilà. Et voilà justement une des salamandres de Chambord. Il y en a 700 ou 800. Voilà, une sorte de reptile comme ça. Là. Enfin, en principe, c'est un batracien, mais bon, qui crache une flamme. Voilà. Donc, ce qu'on voit à Rennes-le-Château fait le clin d'œil là aussi à ce qu'il y a à Chambord. Enfin, ça paraît quand même assez évident. D'accord. Alors maintenant, on change un peu de sujet et je reviens à une géométrie dont j'ai déjà parlé, qui est basée sur le château de Chambord. Vous voyez, donc j'avais dit de Chambord, on monte en diagonale à la basilique Saint-Remy de Reims. Bon, je viens de le dire en passant par le château de Fontainebleau. Mais de la basilique Saint-Remy, je trace une droite vers l'ouest. Je vais vers un petit village qui s'appelle Chambord également. Voilà, je passe sur le château de Villers-Cotterêts, autre château bâti pour François Ier. Tous ces trucs-là, 3 châteaux de la même époque. Villers-Cotterêts, Fontainebleau, Chambord. Mais là où je vais attirer votre attention, c'est sur le village qui est au milieu ici, entre Chambord et la basilique Saint-Remy. Vous avez le village de Feigneux, quasi au milieu. Voilà. Vous pouvez noter d'ailleurs que Feigneux, c'est le village du feu aussi, parce que au milieu, vous avez encore le mot igné, et sur les côtés, les 2 lettres du début, les 2 lettres de la fin, ça fait feu, les feux. Feigneux, le village du feu. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce qu'il y a un raccord avec Rennes-le-Château, évidemment. Et ce raccord, je vais vous en parler. Voilà. D'accord, parfait. Donc vous voyez, vous avez au nord le village de Feigneux. Vous avez au sud un village qui s'appelle Cave.
quelques dizaines de kilomètres à l'ouest, vous avez le village de Rennes-le-Château. C'est amusant parce que voilà, c'est-à-dire que le village Cave, il est exactement sous le village de Fénieux. Le village Cave, c'est le seul village qui s'appelle comme ça en France. Il n'y a pas 36 communes Cave, au singulier ou au pluriel, il y en a eu une seule. Et elle est donc ici précisément, à l'est de Rennes-le-Château. Voilà. D'accord. Évidemment, si on dit cave, une cave, on parle d'un lieu qui est en sous-sol. On parle d'un lieu souterrain dans lequel pourrait être caché quelque chose, hein, dans une ambiance ésotérique, secrète, mystérieuse, dans une ambiance de codage. Évidemment, une cave est un lieu où pourrait être déposé quelque chose, un trésor culturel, un trésor tout court. Une cave, c'est un lieu où une société secrète se réunit et discute de certains sujets en comité refermé, sans que le public le sache. Voilà. Et donc ici, vous voyez, l'angle est posé sur l'église du village, cave, justement. Alors, c'est quand même assez précis cette histoire d'alignement, vous allez voir, et assez surprenant. Parce que quand vous remontez plein nord, vous allez sur l'église de Fénieux. En fait, c'est plein nord, mais il s'en faut de 0,27 degrés. D'accord? C'est exactement au-dessus, une ligne totalement verticale. Il s'en faut quand même de 0,3 degrés. Donc très peu, c'est incroyable, c'est très peu, quoi. Et vous allez en direction de l'église sur la gauche de Rennes-le-Château, dans la direction tout à fait horizontale, plein ouest. Il s'en faut cette fois-ci de 0,12 au maximum, 0,12 degrés. Enfin, un peu plus que 1/10 de degré, quoi. D'accord? Donc, je voudrais qu'on m'explique comment il se fait que le seul village cave qui existe en France, son église, c'est-à-dire le point de repère. Hein. Quel point de repère on va choisir? Apparemment, il n'y a pas de château, donc on va choisir l'église. Point de repère intemporel qui va durer des siècles et des siècles. Il est donc situé exactement au sud de l'église de Fénieux et exactement à l'est de l'église de Rennes-le-Château, dessinant un angle droit à une poussière près, quoi. C'est parfait. D'accord? Comment ça se fait, ça? Comment se fait-il? Alors que justement, on soupçonne l'abbé Saunière d'avoir trouvé quelque chose dans le sous-sol de son église. D'accord? On pense donc à... Voilà. On pense donc à une mise en scène de certains lieux, Fénieux étant important, à l'époque de François Ier, à l'époque où on construisait Chambord, Rennes-le-Château étant important. Il y aurait donc un dispositif comme ça, cartographique, mis en place au fil des siècles, pour indiquer certains lieux très importants. Voilà. D'accord? Je vais passer à l'image suivante. Enfin, je vais essayer. Si mon ordinateur veut bien le faire, évidemment. C'est marrant, pourquoi il a affiché comme ça encore? Ouais, c'est bizarre, ça. C'est le problème technique, c'est... ouais. Il faudrait 15 ans d'études pour faire des lives, si on voulait faire ça sans aucune erreur. Voilà, voilà. Ah, maintenant, nous sommes dans l'église de Rennes-le-Château. Là, c'est le mur ouest qu'on peut voir quand on entre, enfin, qui nous surplombe dès qu'on entre dans l'église. C'est la fameuse ronde bosse. D'accord, mais ce que je veux vous montrer, c'est pas la ronde bosse, c'est ce qu'il y a le long des murs. Hein, vous l'avez là, vous voyez là, vous avez des créneaux. Vous avez des créneaux qui longent la nef, qui est derrière nous, derrière le spectateur. Et sur la droite, vous avez la même chose.
Voilà, un gros plan. Voilà, des créneaux. Donc c'est comme si on identifiait en fait l'église de Rennes-le-Château. Hein. Ce village porte bien son nom parce qu'il contient le mot château. Et donc, oui, on identifie cette église à un château, avec les créneaux qui se trouvent sur les remparts, sur les tours, etc. Et justement, on va retrouver à Chambord quelque chose d'un peu similaire. Regardez ici, ça fait un peu une porte ou une fenêtre, d'accord, sur le créneau. Là, si vous regardez une photo de la tour lanterne de Chambord, vous avez la même chose ici, quoi. Ça fait une forme ici, et c'est pareil, c'est la forme d'une porte ou d'une fenêtre, tout à fait stylisée, de la même façon. Cela dit, c'est une illusion d'optique, puisque c'est l'espèce de corniche qui est là, qui masque la vue. Voilà, si on prenait un drone, on verrait en fait ce qu'on voit là. C'est arrondi en fait des deux côtés, d'accord? Mais peu importe, puisque ce qu'on voit, on le voit. Enfin, c'est le témoignage direct que l'on a. Bon, c'est certainement aussi une façon de dire plusieurs choses en même temps, car on ne parle pas d'un petit codage hyper simple, vous l'avez compris, parce que y a des gens qui voudraient des secrets à la carte, à leur mesure. Je dirais presque à leur petite mesure. Mais il n'en est pas ainsi. Puisque, en fait, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il y a ce codage des monuments qui est extrêmement sophistiqué. Je dis les mêmes choses de vidéo en vidéo, mais c'est important, quoi. Du fait que, je le redis, c'est très important. Le codage peut être plural. Hein. Les gens qui ont les codeurs, on va dire, pensent à beaucoup de choses en même temps. C'est super calculé sur le papier, avant que d'être bâti. Voilà. D'accord? Et donc on retrouve les formes en porte visuellement à Chambord, alors qu'on les avait à Rennes-le-Château. Voilà. Et ça aussi, je voulais vous montrer ça en fait. Oui. Vous voyez en bas, bon, les créneaux ici. Et alors en dessous, vous avez des formes bizarres ici. Vous voyez ça? Ça fait une fleur de lys, avec une forme en courbe. D'accord, et on le retrouve à Rennes-le-Château. Ah, un peu vite là. On le retrouve ici. Là, d'accord, et sur la gauche, vous retrouvez la même chose, le long du mur, de haut en bas. Les fleurs de lys, un point et une sorte de lettre C, dans ce sens-là. C comme Chambord. Voilà. Ah, vous ne le voyez pas, je suis face, d'accord. Bon ben voilà, à force de manipuler la technologie, je me suis planté, d'accord, non mais c'est pas grave. Vous voyez ici. Là, à Rennes-le-Château, dans l'église, vous voyez ici les fleurs de lys, des points rouges ici, et des lettres C. C comme Chambord, le château surmonté d'une grande fleur de lys, le château royal, symbole de la monarchie française. Voilà. Donc vous avez vu qu'il y avait un point. Et le château de Chambord, au-dessus de la terrasse, est pas mal décoré avec des points. Vous avez ici, en ardoise, des cercles. Voilà, c'est des cercles ici, vous voyez ici. Vous avez à droite, voilà. Alors que donc nous sommes d'accord. Ici, il y avait le C de Chambord, la fleur de lys, bien sûr, symbole royal, et donc des points, des cercles pleins que l'on retrouve dans la décoration de Chambord. Il est donc fort possible que ce soit fait exprès quand même. Là. Rennes-le-Château de Chambord. Voilà. Donc ici, voici la tour lanterne, et ici aussi, on retrouve, vous voyez, sur les cheminées, par exemple, vous avez des cercles. Et vous en avez sur la lanterne, voilà, les cercles. D'accord. Je vais vous montrer maintenant un court film concernant une des constructions de la Bessonnière. Voici le paysage que surplombe le village de Rennes-le-Château. C'est tout à fait spectaculaire et éblouissant.
Et voici la tour Magdala, qui a été bâtie avec l'argent et par Saunière. Voilà. On entre par le belvédère. Remarquez le sol de la tour, à savoir un carrelage qui est assez connu et dont on reparlera bientôt parce qu'il comporte une anomalie intéressante. Saunière avait installé sa bibliothèque dans la tour au rez-de-chaussée. Quel est ce beau jeune homme? Voilà, et on va se rendre compte tout à l'heure que l'anomalie en question, elle est sur le coin, sur l'angle que l'on voit là. Et là, on monte l'escalier de 22 marches vers ce qu'on peut peut-être appeler la terrasse. Le paysage est toujours là, toujours aussi spectaculaire. Les créneaux, hein. Et les choguettes. Voilà. Ok. Et donc voici maintenant un dessin tiré du livre de Alain Féral, Les clés du royaume des morts. Parce qu'on retrouve la tour Magdala, le plan. Hein, vous avez les choguettes, la petite tourelle qui est là. Et donc le carrelage au sol, en fait, c'est formé de 64 cases. Voilà, 64 motifs identiques. Voilà, on le voit ici. On peut même l'agrandir, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Ce sont des motifs circulaires. Mais en fait, c'est un grand carré, quoi, de 8 fois 8 cases, à savoir 64. Or, un échiquier comporte 64 cases, justement. Or, dans le coin qui est vers l'escalier, on va dire la figure de coin, il y a effectivement une anomalie, quoi, à savoir qu'il y a, vous pouvez voir ici, alors que le centre du motif floral est noir, il y en a quand même un morceau, un quart, qui est rouge. C'est quelque chose qui n'a pas été peint récemment, quoi. Ça faisait partie du carrelage, hein. Ça a été cuit avec. Donc ça a été conçu pour être rouge. Et les milliers, quoi, de visiteurs qui mettent leurs pieds dessus ne déteignent pas, n'enlèvent pas la couleur rouge, qui est tout à fait d'origine. On peut remarquer que le nombre 8 est très présent, hein, parce que vous avez donc ici une fleur à 8 pétales, à l'intérieur une autre, c'est encore 8. Vous avez des ronds, hein, gris, là, il y en a 8. Et vous avez aussi des petits points sur le pourtour, il y en a 4 fois 8. Donc il y a vraiment la volonté d'indiquer à coup sûr quelque chose concernant ce nombre 8, avec les 64 cases, 8 au carré. La question se pose évidemment, quelle était l'intention, quoi, de celui de Saunière, donc, ou des codeurs, qui nous laisse un petit indice, une petite anomalie sur le carrelage, qui ne peut pas être en fait le fruit du hasard,
où est-ce qu'il voulait en venir? Pourquoi c'est comme ça? Alors, je ne vais pas forcément donner toute la réponse aujourd'hui, parce que je n'ai pas tout découvert. Je suis simplement, on va dire, en recherche. Je partage mes recherches à un certain état là où elles en sont. Parce que dans le jardin de Saunière, vous avez aussi la tour de verre que l'on voit ici. Donc elle a exactement la même dimension que la tour Magdala. Certains auteurs font remarquer l'antinomie, la symétrie effectivement entre les deux tours, une en pierre, l'autre en verre. Une, on peut monter 22 marches, l'autre, on descend 22 marches. Voilà. D'accord. On a longtemps cru que dans le jardin de l'abbé, les deux tours étaient comme les tours justement d'un échiquier qui se découpait en 64 cases. En fait, quand on découpe, quand on trace sur un plan, ici le plan de monsieur Jean-Pierre Garcia, qui est un très bon plan, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas 64 cases créées par les deux tours. Elles sont à peu près en face l'une de l'autre. Et en fait, vous voyez, ici, 1, 2, 3, 4, 5 et demi de côté. Ici, on peut dupliquer la tour 6 fois. Donc on est loin des 8 sur 8. Donc l'échiquier qui est dans le jardin de l'abbé Saunière, il n'est pas réellement là, concret, il est juste symbolique. Il n'est pas précis. Voilà, vous avez ici le belvédère, vous voyez, qui permet d'aller d'une tour à l'autre, comme une petite terrasse où on peut marcher un peu et dominer le paysage. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans un échiquier, les tours sont effectivement sur les angles. D'accord. En moyen français, une tour, bon, le mot existait, mais un tour, c'est un moyen stratégique, une ruse. Et donc, ça peut être un faux semblant pour faire comprendre quelque chose. Les points rouges, le point rouge ici, ouais, et coïncide avec, dans la tour de verre en haut, un point blanc qui d'après un témoin, a existé sur le carrelage au même emplacement. D'accord. Le point rouge était en symétrie avec une décoloration anormale dans la tour de verre. Voilà, et donc ces deux points aux couleurs anormales, illogiques, ils sont en fait à l'emplacement d'une tour, à l'emplacement d'un coin. Alors que justement le grand échiquier symbolique que l'on voit ici, eh bien, les deux tours construites concrètement, elles sont également sur les coins de cet échiquier. Vous voyez, il y a toute une symbolique qui se déploie. Ici, c'est le plan de l'église de Alain Féral, parce que l'échiquier trouve un écho dans l'église. Vous pouvez voir, bon, ici on peut marcher au milieu de la nef, c'est un carrelage, un noir et blanc, mais en se rapprochant disons, de la sortie ou de l'entrée, on s'aperçoit qu'il y a un échiquier qui est stylisé. Alors, d'accord, un échiquier de 8 fois 8 cases. Alors, attention quand même, il n'est pas vraiment concret, quoi. Il est juste symbolique, indiqué par quelque chose, en fait, qui est vraiment un détail. Là, c'est ma photo de l'emplacement où se trouve l'échiquier. Donc on ne voit rien, on voit juste un carrelage noir et blanc. Mais tout tient dans ici, vous voyez. Parce que ici, en fait, les carreaux noirs ne sont pas complets. C'est le carreau blanc qui est un carré en entier. Donc il évoque quoi, une ligne ici. Et en symétrie de l'autre côté, c'est pareil. Alors que du côté du cœur, il n'en est pas ainsi. Ce serait un moyen de faire comprendre qu'il y a, en théorie, discrètement, un échiquier.
puisque le meuble, le confessionnal qui est au fond, correspond justement avec la dimension de l'échiquier. Donc c'est peu de choses en quelque sorte, mais c'est également intéressant. Alors, et là maintenant, je reviens au château de Chambord. Parce que si l'on parle de 8, alors oui, effectivement, à Chambord, il y a bien une histoire de 8 sans problème. Et ici, vous avez par exemple les fameux cryptogrammes en 8, les 32 cryptogrammes, qui sont sur la tour lanterne. En fait, on ne les voit que très peu, ces cryptogrammes. On ne les aperçoit qu'en regardant comme ça sous les arcs. Et alors, on peut voir ici ce que l'on voit. Un 8 qui est imbriqué avec une croix à 3 croisillons. On peut donc parler du secret du 8. Il existe néanmoins des explications pour expliquer pourquoi ces cryptogrammes sont là. Par exemple, vous voyez ici les F, le chiffre du roi, François. Eh bien, c'est une cordelière qui est nouée en 8, en entrelacs d'amour. Cet entrelac d'amour était le symbole de la famille de Savoie, à laquelle le roi François appartenait par sa mère, Louise de Savoie. On retrouve sur les plafonds de Chambord donc les salamandres dont on a parlé tout à l'heure. Il faut voir aussi que, un petit peu avant la construction du château de Chambord, avait été créé un ordre de chevalerie par une dame, Anne de Bretagne, qui avait créé l'ordre de la Cordelière. On peut voir ici l'armoirie de l'ordre de la Cordelière. Vous retrouvez la Cordelière nouée en 8. 8-8 toujours. Vous pouvez remarquer également que c'est en symétrie, parce que un 8 coïncide un autre 8 de l'autre côté. Ça fait 88 si on veut, 2 fois 8. Les cryptogrammes qu'on a vus tout à l'heure, c'est pareil. Ils sont toujours en symétrie l'un avec l'autre. Et voici le roi François Ier, donc le constructeur du château de Chambord. Et on peut voir sur le... Je ne sais plus comment on dit, sur le carapaçon, c'est ça, du cheval. Vous pouvez voir également une forme en 8, par exemple, celle-ci. Chaque 8, en fait, se décompose en 2 8 une fois encore. Et on peut facilement voir que chaque grand 8, devant, il y a une sorte de lettre C. C comme Chambord. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, il faut comprendre que le roi de France est un initié. Il bâtit son méga château, tout à fait symbole de la France royale. Et il va jusqu'à porter sur lui, sur son cheval, le symbole du secret, quoi, pour surrajouter à l'architecture. Voilà, ici on a le donjon de Chambord, et on peut voir que les salles de garde mesurent 8,80 m de largeur. Alors là, maintenant, on fait intervenir le maître. Ça peut être surprenant, parce qu'on va se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Que vient faire le maître dans cette histoire? Mais en fait, si. Parce qu'on s'aperçoit en étudiant notamment le château de Chambord qu'il codifie l'unité de mesure mètre, qui pourtant n'allait être officialisée que bien plus tard, à l'époque de la Révolution française. Alors que là, on est en 1530, quoi, au maximum. Donc en fait, on s'est servi du 8 pour faire comprendre que l'on connaissait tout à fait l'unité de mesure mètre. Bon, c'est compliqué, hein. J'ai fait une vidéo que je vous conseille de voir, à savoir Code François Ier. Voilà, il y aura des suites, parce que j'ai énormément de choses à dire concernant ce château, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça révolutionne tout, hein. Ce que je fais sur Chambord révolutionne complètement toute l'architecture, parce que puisque cela est vrai, et pour moi ça l'est, pourquoi? Parce que les preuves sont là. Eh bien, donc il y avait à l'époque des connaissances, un savoir qui nous ont transmis. En fait, c'est une hypothèse, mais c'est très difficile, évidemment, pour des officiels de suivre, hein, sur ce terrain-là. Ce serait une remise en cause considérable pour eux, pour ne pas dire complète.
Mais les faits sont les faits sont là. Et ici, vous pouvez voir le roi qui porte sur son pourpoint la cordelière en 8, vous voyez ici. Voilà. Voilà. Il est intéressant de savoir que lorsque François Ier a accédé au pouvoir, il était jeune et donc il est devenu le grand maître de l'ordre de Saint-Michel, ordre de chevalerie. Et donc il a changé le collier de l'ordre, vous voyez, qui apparaît sur ce portrait. À savoir, il a incorporé des 8. Ça doit être au château de Chenonceau. Vous voyez, maintenant, il y a eu des 8 sur le collier. C'est-à-dire que François Ier, le bâtisseur de Chambord, tenait absolument à ce chiffre 8, pour une raison plus ou moins énigmatique. Bon, voilà, c'est-à-dire, j'essaie de voir où peut nous mener l'idée de l'échiquier à Rennes-le-Château. Un échiquier, c'est 64 cases. Et vous pouvez remarquer ici en bas à gauche, je ne vais pas trop agrandir que vous puissiez le voir, voilà. Le mot Chambord, vous voyez, ici en bas à gauche, si vous le transformez en nombre, eh bien, ça donne 64, c'est-à-dire 8 fois 8. Un C égale 3, parce que c'est la troisième lettre de l'alphabet, H étant la huitième lettre. C'est un 8A, la première lettre, c'est un 1, etc. On totalise toutes les lettres. On obtient 64, justement. Aligné avec Reims, totalise également le même nombre, 64, 8 fois 8. Fontainebleau totalise 1 sur 0,008. D'accord? Donc, je veux dire, l'idée du 8 est tout à fait présente quoi, dans le concept ésotérique Chambord. C'est, voilà, il en a été disposé ainsi. Donc, en fait, dès que j'ai su qu'il y avait des échiquiers à Rennes-le-Château, dans la tour Magdala, et suggéré dans l'église, il y a un grand échiquier dans les jardins, mais qui, bon, est imparfait, et juste symbolique et pas réel. Je me suis dit qu'il doit y avoir une relation, un rapport avec ce qui s'est fait à Chambord. C'est pas possible autrement, quoi. Voilà. Et donc, voilà, vous savez, vous avez l'angle royal qui est dessiné, comme on l'a vu tout à l'heure, par les châteaux de François Ier, hein, Chambord, Reims, Chambord. Et sur la ligne, sur la branche horizontale de l'angle, vous avez un petit village qui s'appelle Cavillon. Mais c'est étrange parce qu'il est exactement à la verticale, au-dessus de Rennes-le-Château, de l'église de Rennes-le-Château. En fait, il s'en faut de 1/100 de degré. Donc, très peu. D'accord? C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure que Rennes-le-Château était à l'horizontale du village Cave, et maintenant, on voit qu'il est exactement à la verticale d'un village Cavillon, qui a été intégré au concept Chambord, Reims, Chambord, quelques siècles avant. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que tout ceci est une seule création, quoi. Il y a... Attendez, je vais faire appel à l'autre. Clac. En fait, il y a une seule création sur la carte de France. Qu'un monument soit bâti à une telle époque et qu'un autre soit bâti quelques siècles plus tard, ça ne change rien, quoi, pour les créateurs. Pour les initiés qui déposent le secret sur la carte, c'est pareil, ils tiennent compte du passé. Voilà, donc ça ne doit pas être étonnant en fait que le village de Rennes-le-Château reprenne le concept de Chambord, et même sur la carte. C'est logique. Ça se fait comme ça depuis très longtemps, depuis, enfin même les cathédrales, le schmilblick avance en quelque sorte constamment, quoi. Ok. Je reviens à l'illustration. Voilà, et donc on peut constater qu'il y a, même dans la longueur formulée en kilomètres, il y a des raccords intéressants. Je ne vais pas les développer maintenant.
avec 64, 8, 88, voilà. Mais bon, je ne développe pas. Mais c'est néanmoins présent. Et donc il est également possible de décaler le point en bas, non pas de partir de l'église de Rennes-le-Château, mais d'aller un petit peu plus, de quelques dizaines de mètres en quelque sorte, vers l'ouest. Vous allez sur la tour Magdala avec son échiquier de 64 cases. Donc à ce moment-là, voilà, il y a d'autres corrélations qui se font. Enfin, une autre, puisque la longueur en kilomètres est exactement de 8 fois 88 kilomètres. Vous voyez, c'est-à-dire, là, je vous fais part de pièces de dossier qui ne sont pas vraiment complètes. C'est en travail, si vous voulez, pour vous faire comprendre comment comment je raisonne, quoi, comment j'essaie d'avancer. Voilà, donc oui, je pense que le code est aussi précis que cela. C'est très précis, en fait. C'est fait d'une façon un peu miraculeuse, comme ça, donc manifestement avec une science suffisante, avec une technologie qui est forcément utilisée. Voici le cryptogramme de l'abbé Saunière qu'on aurait retrouvé dans ses papiers personnels après sa mort. Il paraît que celui-ci, cet exemplaire-là, c'est l'original. Donc en fait, il y a un texte dedans, des lettres sont distribuées, on arrive à retrouver un texte sot pêcheur à l'embouchure du Rhône, son poisson sur le gril 2 fois retourna, un malin survint, et 25 fois le goûta. Cuit, il ne lui resta que l'arête. Un ange veillait et en fit un peigne d'or. BS, initiale de Béranger Saunière, cure. Donc moi j'ai pas mal bossé en fait sur ce cryptogramme. J'ai pas l'impression qu'il est vraiment codé. J'ai pas l'impression, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui s'est amusé là à se la jouer codage un petit peu pour s'amuser. Mais je vois pas vraiment le code aboutir au maximum et tout, là pas vraiment. Je n'ai pas trouvé de... Et pourtant j'ai quand même cherché pas mal. Ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'en pourtour, il y a des lettres qui, elles, n'écrivent aucun texte. Elles ne sont pas de la même couleur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un total de 64 lettres. Voilà, 64, 8 fois 8. Bon. Voilà, alors je voulais vous montrer ce document, par exemple, parce que dans toute l'affaire de Rennes-le-Château, il est question de pierres tombales, de stèles qui sont gravées. Et beaucoup de chercheurs s'amusent, enfin cherchent à décoder les textes qui sont dessus. Donc en fait, je vais vous expliquer pourquoi ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que on n'a jamais les photos. Ce sont des pierres tombales qui ont été relevées à peu près en l'année 1900. On a relevé une pierre tombale qui depuis était détruite. Mais c'est pas suffisant. Vous avez vu quand j'ai travaillé sur la plaque de Loury, peut-être je vous conseille de voir cette vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, dépôt alien, une inscription codée, une inscription ancienne codée. Vous voyez, à ce moment-là, on s'aperçoit que pour décoder une plaque, il faut vraiment exactement l'avoir sous les yeux. Parce qu'il y a une géométrie qui est là, quoi, exactement dans la disposition de la plaque. Or, si ça a été relevé, bien sûr, au crayon et au papier, évidemment, bon, on n'a pas exactement le relevé. Sans compter les fantaisistes, bon voilà, qui auraient pu inventer quelques détails de la pierre tombale qui sont complètement fictifs. Donc je ne décrypte pas les pierres tombales. Je n'ai pas la géométrie précise. Voilà. Alors, ouais, d'accord. Ok. Alors ici, on voit, on avance un peu. Vous voyez, si vous prenez un échiquier 8 x 8,
On distribue simplement les nombres de 1 à 64 dans l'ordre. On se rend compte que les emplacements des tours 1, 8, 57, 64. C'est sur les tours qu'il y avait les points de couleurs différentes. D'accord. Et sur le grand échiquier du jardin, juste symbolique, les tours occuperaient les angles également, comme les tours d'un échiquier. D'accord. Et on se rend compte que si on fait les sommes en diagonale, ça fait 65. Voilà. Alors, pourquoi 65? Eh bien, je vais vous expliquer ce qui est intéressant. C'est-à-dire que là, vous avez le donjon du château de Chambord. On peut se rendre compte que c'est en fait un quadrillage de 5 cases sur 5, c'est-à-dire de 25 cases. L'escalier central donne la mesure, donne le module. Il y avait 25 cases à la dimension de l'escalier central. Et donc ça peut donner l'idée à ce moment-là de distribuer un carré magique. Vous placez les 25 premiers nombres dans un certain ordre de façon à obtenir un effet mathématique intéressant, à savoir que les sommes des lignes, des colonnes et des diagonales, ça donne toujours le même nombre, c'est-à-dire 65. C'est la constante magique du carré magique de 5. D'accord? C'est-à-dire ici, je reviens en arrière, on avait sur un carré de 64 cases, on obtenait facilement 65. Suggéré à Rennes-le-Château. À Chambord, on obtient également 65, la constante magique du carré magique de 5. Vous voyez? Alors, il ne faut pas, en fait, je vérifie que j'y suis. Ouais, j'y suis. Il ne faut pas avoir peur dans tout ça, c'est moi qui le dis, je sais, mais je le dis, je le redis. Il ne faut pas avoir peur de croire, de penser, d'hypothéser que les gens qui ont déposé les monuments allaient loin en sophistication intellectuelle. C'est le cas. Ils ne se contentaient pas de déposer un petit message comme ça en passant, un petit truc marrant, quoi. Non, c'est vraiment, c'est très calculé, quoi. C'est un peu un super code. Le message est complexe, peut être raffiné, voilà. C'est comme ça, je le constate. C'est difficile à croire, bien sûr, pour les gens en place, pour d'autres, mes homologues peut-être. Seulement voilà, c'est comme ça, quoi. Ok. Voilà. Et une fois que j'ai fait ma petite tirade, je reviens à mes châteaux où il a ouvert une image. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Et je continue. Parce qu'on peut pousser cette histoire de carré magique plus loin. À savoir que, bon, si vous prenez un carré magique de 8, 8 x 8, il en existe plusieurs, hein, il n'y a pas que celui-là. Mais c'est-à-dire que les 64 nombres sont distribués dans un ordre dans lequel les sommes des lignes, des colonnes, des diagonales font toujours le même nombre. Voilà. Et ce nombre, c'est tout le temps, la constante magique, c'est 260. Or, on avait 65, 4 fois 65, ça fait 260. Voilà. D'accord? Donc c'est un nouveau raccord, quoi, dans la mesure où on attire notre attention sur un damier, un échiquier de 64 cases à Rennes-le-Château. Il y a une corrélation avec Chambord. Alors elle est un peu subtile, mais elle est quand même là pour vous donner le fond de ma pensée, c'est-à-dire que je pense que c'est réel, mais je ne suis pas arrivé au bout de la recherche. Je n'ai pas toutes les preuves que je voudrais trouver. Je vois bien qu'il y a quelque chose, j'ai quelques bribes, mais je pense que c'est un tout extrêmement magistral et cohérent qu'il faudrait retrouver. Voilà. Alors, c'est sûr qu'en le retrouvant, il faudrait aussi arriver à toucher suffisamment de gens pour le prendre au sérieux. Parce qu'il faut bosser, voilà. Donc,
Voilà, pour vous expliquer où j'en suis parfois. Donc ici, je voulais vous faire remarquer que ce point rouge de la tour Magdala, ce n'est pas vraiment un point. On peut voir que c'est un quart. Vous voyez, c'est le quart du motif central. C'est le quart. Bon, voilà. Et en fait, il y a, dans la villa Betania, qui est une villa qui est pas mal du tout par rapport à ce village pauvre, et cette région du Razès perdue comme ça, et pas du tout riche, la villa Betania est très bien. Et donc bâtie par l'abbé Saunière, hein, toujours lui. Et donc sur un carrelage, on peut voir aussi qu'il y a des points jaunes. Il y a notamment celui-là, vous voyez. Donc vous avez un motif un peu floral, et c'est encore un quart, un point jaune, cette fois jaune, et donc c'est un quart aussi. Les trois autres sont blancs. Et dans la salle, d'une façon générale, les autres sont blancs. Voilà. Donc toujours la question, pourquoi y a-t-il ce point jaune qui se balade comme ça, qui fait partie du carrelage? Alors, oui, je me suis amusé à tracer un peu quelques lignes comme ça. C'était tentant, par exemple, de réunir les échauguettes, vous voyez, les tourelles des deux tours du jardin. Je trace une ligne, on passe quasiment sur les deux points décolorés. Hein. Ce serait finalement la diagonale du grand échiquier qui aurait pu exister. Il y a une petite bavure, mais bon, minime. Ou alors d'ici, je repars de là, et à ce moment-là, voilà, c'est ça, je vais ici. Pourquoi je vais de ce côté-là? Parce que c'est là que se trouve la salle secrète de l'église. Dans l'église de Rennes-le-Château, l'abbé Saunière, ou en tout cas ceux qui ont fait les nouveaux plans, ont ménagé une petite pièce auquel on ne peut pas accéder, il n'y a pas de porte. On peut y accéder simplement que par la sacristie, hein, l'endroit, la petite pièce réservée aux prêtres, pour qu'ils se changent avant et après une messe. Et il y a un placard ici. C'est pas une porte, ça. C'est un placard. Et en fait, on peut pousser le fond du placard, et à ce moment-là, on accède à la pièce secrète. Il y a une porte cachée dans le fond du placard. C'est marrant quand même. Il faut vraiment le faire exprès, quoi. Et vous remarquerez que cette salle secrète, elle est en forme de quart. C'est un quart de cercle. Donc je me suis dit que certainement il y avait une relation quoi, entre les points décolorés des deux tours, qui sont des quarts, et la pièce secrète, qui elle aussi est un quart. Mais je reconnais que je n'ai pas trouvé à fond tout ce que j'aurais voulu, quoi. C'est dommage. Il y a des trucs à découvrir, je le sens bien. Bon, ça viendra peut-être plus tard. Également, cette salle secrète, elle est en terre meuble. Il n'y a pas de sol. Le sol, c'est de la terre. Je ne crois pas qu'il faut creuser à partir de là. Je pense que c'est plus un symbole. Voilà. Et donc, j'ai également joint. Oui, j'ai joint ici, vous voyez, l'échauguette. Ici, je pars du centre de l'échauguette de la tour de verre. Et je suis tangent, c'est-à-dire je frôle la salle secrète. À ce moment-là, je frôle également l'échiquier de l'église. Suggéré. On frôle à la fois la salle secrète et l'échiquier de l'église. Alors que là, finalement, ici, on frôle également le grand échiquier théorique, puisqu'on est à l'extrême angle, on est à un angle, voilà. Donc bon, là il y a quelque chose manifestement. Hein. Alors que ici pour le trait qui est en bas, vous voyez que je vous expliquais tout en premier, bon, on frôle également la pièce secrète de l'église. Et je pense qu'ici on passe, si ce n'est dessus, mais alors très près du point jaune que je vous ai montré tout à l'heure. Il est vraiment là, il est là, quoi. J'y suis allé, il est là. Il faudrait vérifier à quel point et si c'est précis ou pas. Bon. Ce serait une vérification à faire, d'accord? Il doit y avoir une relation entre les quarts décolorés et la pièce secrète qui est en forme de quart de cercle. Voilà. Mais je n'ai pas toutes les preuves, je suis désolé. Malgré ma perfection innée, je n'arrive pas toujours.
à tous les résultats. Voilà le château de Chambord vu de drone. Et on peut constater qu'il est... en fait, le plan est inscrit dans deux triangles d'Isis ou de Pythagore, 3, 4, 5. D'accord? C'est-à-dire d'où a découlé quoi, le constat de la loi que 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. C'est valable pour tous les triangles rectangles. Alors 3, 4, 5 à Chambord. On trouve aussi des triangles 3, 4, 5 dans les dispositions des mégalithes dans la préhistoire, hein, évidemment comme par hasard. Maintenant, on revient au chemin de croix dans l'église de Rennes. Ici, on est à la station où Jésus va être crucifié, donc les soldats romains le dépouillent de ses vêtements et ils tirent au dé qui va prendre telle ou telle pièce du vestimentaire, quoi. Donc ce soldat-là... ce soldat-là a fait tomber les dés, il a fait tomber son bras aussi, malheureusement, quoi. Il n'en voit plus son bras. Il s'est décroché. Et voilà, les dés font 3, 4, 5, vous voyez. Donc là, c'est pas possible non plus par hasard qu'on nous indique 3, 4, 5, les 3 éléments du triangle de Pythagore. Et vous pouvez voir aussi ce soldat-là qui a enlevé le manteau du Christ, manteau rouge, couleur rouge, et il le lève en hauteur comme s'il faisait signe. Hein, il fait un signe mystérieux. C'est pas logique comme geste, d'accord? C'est bizarre. Et tout au fond, en arrière-plan, vous avez un château avec des tours. On peut voir qu'il y a du rouge, des taches rouges sur 2 tours. Il faut se souvenir que le point décoloré dans la tour Magdala, il est de couleur rouge, hein, dans la tour Magdala. Là, ce sont des tours et du rouge dessus. Je me suis dit, il y a quelque chose de... Forcément, quoi. Où va nous mener la piste des triangles 3, 4, 5? Forcément quelque part. Et donc je reviens au plan du site rennes-le-château-archives.com, le site de Jean-Pierre Garcia. Un très bon plan qui, je pense, est le plus précis actuellement. Et Jean-Pierre Garcia a découvert des triangles sacrés d'Isis, des triangles 3, 4, 5. Voilà, vous voyez, celui-ci est posé en rouge, est posé sur le centre du calvaire, sur un bassin du jardin, et sur le centre du jardin, ici en haut à gauche. 3, 4, 5, avec un angle droit. En bleu, on peut en voir un autre. Les sommets sont posés sur les points décolorés des 2 tours. Et alors, ici, cet angle-là est posé, ce sommet, sur, toujours pareil, le calvaire. Hein. Voilà, vous en avez un 3e encore, découvert par Jean-Pierre Garcia, en orange. Vous voyez, on longe l'allée ici. Là, on va à la verticale, on arrive exactement là où Saunière avait prévu son tombeau. Finalement, ça n'a pas été là, mais bon, c'était prévu. Donc ça tombait plutôt bien pour valider ce triangle rectangle. Donc plusieurs triangles 3, 4, 5. Dans le domaine, bon, est-ce que ça se réfère à Chambord? Est-ce que ça se réfère à autre chose? Ça se réfère forcément à quelque chose d'extérieur, en plus que de gérer une géométrie interne au domaine. Vous voyez, dans l'église, j'ai mis le point vert. C'est là où se trouve la station du chemin de croix, avec le soldat qui lance les dés et il obtient 3, 4, 5. Alors bon, j'ai quelques résultats, mais ça reste minime. À partir de cette station, quoi, un arc de cercle, vous passez par le sommet ici, en haut du triangle orange, et également le sommet du même triangle plus bas. Bon, si vous tracez une ligne rouge ici, vers le point rouge de la tour Magdala, hein, du carrelage, vous passez ici sur à peu près sur la dimension 1 et 4 de l'autre côté. Là aussi, vous passez sur un point important. Bon,
Ça pourrait avoir été fait exprès. Vous voyez, on peut tracer comme ça différentes choses. Bon. Donc voilà, je voulais vous faire part de l'état de mes recherches actuelles. Je pense qu'on peut aller bien sûr beaucoup plus loin. Il y a des preuves qui ne sont pas encore découvertes. Donc c'est sûr que ouais, si on ne les cherche pas, on n'est pas prêt de les découvrir. Mais bon, je cherche. Voilà, c'est tout le diaporama que je voulais vous proposer. J'espère que... Je vais rapprocher un peu le micro. J'espère que ça vous a plu, quoi. Voilà, c'est des éléments intéressants qui rapprochent Rennes-le-Château et Chambord. Il était déjà avéré, pour ceux qui suivent mes travaux, sous forme de bouquins ou sous forme de vidéos, hein, il était bien avéré qu'il y avait un raccord, des éléments forts et importants concernant le château de Chambord et d'autres châteaux, d'autres lieux de la Renaissance. Voilà, et donc à Rennes-le-Château, il semble bien que ça complète. Ça fait en fait une seule affaire, comme je le disais il y a quelques instants. Voilà. Et les études continuent. Je vous parlerai la prochaine fois du livre de l'abbé Boudet, la vraie langue celtique, ou le cromlech de Rennes-les-Bains. J'ai découvert des petites choses intéressantes, enfin quand même, je suis assez contente de moi, de mon travail sur ce livre-là. Voilà, je partagerai ça avec vous bientôt. Je vais préparer et puis je mettrai les vidéos en ligne. Bon, ça va me prendre peut-être une semaine. Hein. Voilà, écoutez, je suis content d'avoir passé ces instants avec vous. Je me suis bien amusé, j'espère que c'est pareil pour vous. Portez-vous bien, et puis à la prochaine fois. Au revoir.